Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est notre président Olivier Jardet qui va introduire la dernière discussion avec on appelle François Richard, Agathe Dautrio pour la IES et Roman Consari pour le Health Data Hub. Merci. Compte tenu du retard que nous avons pris, nous allons essayer d'être le plus synthétique possible. On a vu la richesse des apports des uns et des autres extraordinaire. Donc c'est un grand événement. Merci beaucoup. François, c'est à toi l'honneur. Merci. Bien, merci beaucoup. Je vais essayer d'être... Le côté réglementaire, la nomenclature. Merci. Voilà, donc en tant que président du Haut Conseil des nomenclatures, j'ai accepté ce poste pour essayer de changer les choses. Et je l'ai dit d'ailleurs en donnant un certain nombre de conditions, en disant que si on ne les acceptait pas, ben, j'accepterais de ne pas de ce qu'on les accepte, mais je n'accepterais pas le poste. Mais comme on a accepté ce que j'avais proposé, j'ai accepté le poste. Donc le titre « Améliorer la prise en charge et l'évaluation d'innovation », parce que les problèmes d'évaluation, on a vu toute la journée, c'est un problème. L'évaluation de la pertinence des actes, parce que la pertinence des actes, c'est une tarte à la crème dont on parle tout le temps, dont notamment à l'Assemblée nationale, tout le monde en parle, mais elle n'évolue pas du tout depuis de nombreuses années. Et il y a un autre point dont on va voir ensuite le problème, et qui a été cité par quelqu'un tout à l'heure, qui est les cotations par assimilation, et qui cause un problème dans la mesure où le SNDS et tout ce qui est fait, notamment par l'HDH, est assez fantastique, mais il y a un trou noir lié à la cotation par assimilation. Donc, à tel point que Ma Santé 2022 avait dit qu'il faut renforcer la pertinence des actes, donc j'ai bien noté ça, et que lors de la LFSS 2020, il a été décidé d'une nomenclature qui soit hiérarchisée par une commission indépendante, puisque, notamment en 2005, quand la CCAM a remplacé la NGAP, c'est la CNAM qui a tout organisé et qui était à la fois juge et partie, et il y avait manifestement un conflit d'intérêts. Et donc, ça aboutit à la création du Haut Conseil de nomenclature, qui est une structure qui travaille beaucoup avec la CNAM, mais qui est indépendante de la CNAM. Et d'autre part, il y a eu en même temps une chose pour laquelle on avait appuyé, qui était la possibilité d'inscription provisoire avec la création automatique de registres pour que dans un temps donné, on puisse créer des datas et obtenir des datas pour que notamment l'HAS puisse s'en servir ensuite. Et donc le but c'était d'avoir plus des actes plus innovants, plus innovateurs au bénéfice des patients. Alors, tout le monde se souvient, je n'insisterai pas sur la création du PMSI par le groupe Image, l'expérience Languedoc-Roussillon, puis l'extension aux hôpitaux et aux établissements privés. Ce que beaucoup moins de personnes savent, c'est, parce qu'ils ne l'ont pas lu, et jusqu'à présent moi non plus, le rapport de Prieur et Portos en 1997, qui avait été le déclencheur de l'arrêt de la nomenclature des actes généraux et du principe de réflexion pour remplacer la NGAP par la CCAM en disant qu'il fallait qu'une nomenclature soit à la fois descriptive et tarifaire, mais pas uniquement descriptive, auquel cas ça ne sert à rien, ou tarifaire. Et donc, deux femmes assez extraordinaires, qui est Sylvie Albaret et Agnès Patin à la CNAM, ont beaucoup travaillé sur la CCAM descriptive, qui à l'époque s'appelait le catalogue des actes médicaux, puis qui en 2004 est devenue la classification commune des actes médicaux, mais qui pour des raisons politiques d'une part et syndicales d'autre part, est devenue une nomenclature essentiellement à base tarifaire et plus tellement descriptive. Il faut savoir que du temps de la NGAP, il n'y avait aucun problème d'évaluation de la chirurgie. Quand un acte était créé par un chirurgien ou par un laboratoire, il allait voir la CNAM, il discutait, la CNAM discutait avec le ministère, et à l'époque, la CNAM choisissait les tarifs par assimilation aux actes à côté, jusqu'à un moment où le ministère a interdit à la CNAM de faire de l'assimilation.
Il faut savoir que dans le même temps, il y a deux personnes qui étaient Yvan Merlière et Bertrand Lukacs qui ont eu l'idée, qui ont posé la question, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ensemble le SNIRAM, qui était la base de données de la CNAM de l'époque, l'ancêtre du SNDS, et le PMSI, et de chaîner les deux. Et à l'époque, ça a été la création d'Observapur, c'était pour l'urologie. L'urologie est une spécialité assez dynamique, puisque maintenant, il y a 5 millions de malades qui ont le chaînage entre les données du SNDS et qui permettent de donner tout un tas de trucs et qui permettent notamment d'apprécier la pertinence des soins. Sur l'adénome de la prostate, on peut répondre à la question de la pertinence des soins. Et donc ce système national des données de santé, qui est envié par beaucoup de pays, a quand même deux problèmes. Un, le défaut de médicalisation, parce qu'au départ, c'était pas fait pour ça. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas tirer des données médicales. Et d'autre part, le fait que, et ça le SNDS n'y est pour rien, le codage par assimilation qui est lié au caractère tarifaire de la CNAM fait qu'il y a tout un tas d'actes qui sont inscrits au SNDS avec des codes qui ne sont pas les bons. Alors, on a une nouvelle CCAM, on a un SNDS que le monde entier nous envie. Où est le problème? La CCAM, en effet, elle est descriptive. Actuellement, il y a 13 600 actes qui écrivent exactement ce dont il s'agit, donc c'est bien descriptif. Mais on va le voir, en fait, ça ne sert qu'à la tarification. Parce que si la CNAM ne veut pas payer, l'acte n'est pas créé, donc il n'y a pas de description. Contrairement à la NGAP, qui était une lettre clé, il y avait en urologie, il y avait le K100, mais le K100, il était en urologie, en digestif, en gynéco, partout, K100, on ne sait pas à quoi ça correspond. Et donc, le problème, c'est qu'on a 13 600 actes qui décrivent, parfois même, c'est du Victor Hugo, ce dont on fait en chirurgie. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs centaines d'actes, pour ne pas dire, voire quelques milliers, qui n'existent pas et qui sont des interventions qui actuellement sont faites en France de façon régulière, voire même dans les recommandations de Société Savante, etc. Et donc, pourquoi? Parce que, en même temps qu'a été créée la CCM, l'HAS a remplacé l'ANAS avec une nécessité de donner son avis sur l'intérêt économique du remboursement ou non de ces actes nouveaux à partir du service médical rendu. Pascal nous a montré le service médical rendu qui pour l'IFU est à 5, c'est-à-dire la note la plus mauvaise, alors que la prostate n'est pas retirée et qu'il n'y a pas d'effet secondaire. On peut se poser des questions. Et donc c'est une mesure relative qui est copiée sur les médicaments. Contarafus a dit, et je l'approuve, qu'il ne fallait pas qu'on réfléchisse comme pour les médicaments, c'est pas tout à fait la même chose. Et d'autre part, et ça c'est vrai, l'HAS parfois se plaint du manque de data quand on lui présente des choses. Et donc, l'absence d'avis positif de l'HAS peut entraîner par la CNAM une non-inscription, et donc l'absence de remboursement et de prise en charge de l'acte, ce qui fait que les coûts, à ce moment-là, ils reposent sur le professionnel et ou le patient en même temps, sur l'industriel s'il y a des DMI, ou sur des établissements de santé, ou sur des mécènes ou des associations. Sinon, théoriquement, un acte disparaît. Alors en fait, les actes mauvais disparaissent, c'est une question, une possibilité de régulation, mais souvent, si les actes sont bons, ils ne disparaissent pas, parce qu'il se passe quoi? Le codage par assimilation. Parce que le professionnel a l'interdiction par la CNAM de coder un acte par assimilation, c'est écrit dans le code de la sécurité sociale, mais le code de santé publique interdit aux professionnels de ne pas coder un acte fait chez un malade qui est hospitalisé. Donc, automatiquement, et si le chirurgien est totalement vertueux et dit « je ne veux pas coder », c'est le médecin de santé publique qui va le coder au niveau du DM. Donc, ça biaise totalement le SNDS potentiellement, et quand on a fait, j'en parlais pour le robot, on a vu que 90% des actes de chirurgie conservatrice du cancer du rein faits au robot ont des codes qui sont faux,
parce qu'ils ont été codés par assimilation. Simplement, on a pu les compter, alors que depuis plusieurs années, c'était fait sans qu'on puisse les compter. Donc, si on résume la vraie vie d'un acte, de l'innovation à l'inscription, ça, je prends une diapo de Bertrand Lukács, qu'il avait publié il y a quelques années, eh bien, il y a 3 phases. Il y a toute la phase de la création de cette innovation avec toutes les choses qu'il y a là, et notamment le problème des financements compliqués. Ensuite, après, il y a le passage devant la HAS qui est obligatoire depuis 2004. Et puis, la 3e phase, qui est celle de l'accord de l'ANCAP et de l'inscription à la CCR. Et en moyenne, Hubert vous l'a dit, Pascal vous l'a dit, c'est de l'ordre de 3 à 10 ans de façon moyenne, voire même plus. Donc, les conséquences, j'insiste pas sur toutes les difficultés qu'il y a pour les actes innovants dans cette période-là, pour les problèmes de financement, etc., et l'hétérogénéité qu'il y a globalement, sur le fait que les tutelles, très souvent, ne savent même pas ce qu'il y a dans les tuyaux à droite et à gauche, et surtout, j'insiste sur le fait que la plupart des actes nouveaux, même ceux qui sont dans le cadre de PHRC, n'existent pas au niveau de la CCM, parce que quand ils sont faits, ces actes-là, et comme souvent ils sont faits dans des CHU, ben, ces actes-là, ils sont codés aussi par assimilation. Donc on n'a aucune traçabilité de tous ces actes si ils ne sont pas encore codés dans la nomenclature. Les conséquences pour la période de l'HAS. Donc l'HAS, on la critique beaucoup, il faut quand même connaître qu'il y a une organisation, elle est complexe, mais elle est rigoureuse. Elle donne un certain nombre d'avis favorables avec un délai qui est malheureusement long, mais c'est vrai que les dossiers sont très très bien étudiés. Par contre, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est sur le schéma avec la grande flèche rouge en bas, c'est qu'il y a un système, en gros, il y a 3 étapes, où à chacune de ces 3 étapes, on peut dire non, on n'évalue pas votre dossier. C'est pas que votre dossier est mauvais, mais on ne l'évalue pas. Et quand on regarde bien, le problème c'est que l'HAS au début était créée avec 3 ou 4 missions à faire. Elle en a maintenant plus d'une trentaine, et qu'il y a une surcharge. Et donc, un de ses moyens, c'est de dire je ne prends pas ce dossier-là, soit au moment de la cadrage ou de la sélection des dossiers, et beaucoup par abandon des professionnels ou des industriels qui, voyant que ça n'avance pas, ne vont pas plus loin. Et donc, tous les actes qui ne sont pas évalués, sans même ceux qui sont avec un avis négatif, n'ont aucune traçabilité non plus et sont faits dans la pratique sans traçabilité. Et enfin, à la 3e phase, eh bien, à la 3e phase d'inscription de la CCAM, si les actes sont acceptés par la CCAM sur le plan du principe du remboursement, il n'y a pas de problème, ils sont dans la nomenclature et ils ont la description liée au libellé de l'acte, mais il faut savoir que sur le plan pratique, à côté de ces actes officiels, il y en a plusieurs centaines qui sont avec des mauvais codes. Et il y a donc, en 2024, toujours de nombreux actes réalisés avec aucune traçabilité. On est incapable de savoir ce qui est fait en pratique. Je pense que c'est un petit peu scandaleux quand même. Et je prends 3 exemples emblématiques qui sont dans ma spécialité. Je vous rappelle qu'en 1987, il y a eu la Second French Revolution, c'est les Américains qui l'ont appelé comme ça, hein, avec la création de la celluliochirurgie par Philippe Nouret, et puis ensuite beaucoup d'autres derrière, et qu'en 2005, au moment de la création de la CCAM, il y a eu plusieurs dizaines d'actes celluliochirurgie qui n'ont pas été inscrits car pas remboursés, et dont certains ne sont toujours pas remboursés actuellement. En 2000, Hubert en a parlé, il y a eu la première mondiale de prostatectomie au robot par Clément Abou et puis Guy Valencien quelques mois plus tard. Ça, c'était en avril 2000. En décembre 2000, la FDA a donné l'autorisation aux États-Unis
de faire des prostatectomies pour cancer de prostate. En 2024, contrairement à ce que tu as dit, elle n'est pas du tout remboursée. En 2024, je vais vous dire tout à l'heure ce qui s'est passé réellement, et elle n'est pas inscrite à la SSAM officiellement. Et puis, le dernier, c'est en 2011, l'AFU qui demande l'évaluation de l'IFU, et encore, j'ai pris une partie, Pascal vous l'a décrit, et donc, jusqu'il y a quelques semaines, l'IFU n'était pas inscrit, alors que dans plusieurs pays européens et mondiaux, l'IFU, depuis plusieurs années, je peux dire le temps, est fait de façon tout à fait régulière. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé, et ça a été démarré au niveau de l'Académie de chirurgie, c'est il y a 3 ans et demi, on a été voir la CNAM, puisque je connaissais très bien le médecin-chef de la CNAM, pour lui dire que c'était pas possible, à l'époque ça faisait pas 24 ans, ça faisait 21 ans ou 19 ans, après la première prostatectomie faite en France, il n'y a toujours pas d'inscription au niveau de la sécurité sociale, et qu'on n'avait aucun codage possible. Et donc on a pu faire créer, après discussion entre l'Académie de chirurgie et la CNAM, un code spécifique pour savoir les malades qui étaient opérés par robot par rapport à ceux qui étaient opérés sans robot. On a étendu ça à 55 actes en urogynéco, digestif, thoracique et ORL pour avoir les mêmes données. On a inventé, alors que ça n'existait pas encore légalement, une inscription transitoire, provisoire. La CNAM, en fin de compte, a été belle joueuse puisqu'elle a accepté non pas de payer au tarif du robot spécifique, puisqu'il n'y en avait pas, mais de payer à partir de ce moment-là au tarif de la celluliochirurgie les robots, mais au moins il y avait une tarification provisoire, ce qui fait que les chirurgiens qui faisaient la prostatectomie n'avaient pas besoin de prendre un code provisoire puisqu'ils étaient payés pour la prostatectomie. Et on a décidé, à partir de ce moment-là, de faire un chaînage avec le SNDS pour que les 55 actes qui étaient avec ces codes et cette inscription provisoire, cette tarification provisoire, soient étudiés pendant les 3 ans et demi, c'est-à-dire jusqu'à maintenant. Et donc, sur 3 ans, puisque ça a commencé il y a 6 mois, il y a eu 491 000 malades, j'arrondis, qui ont été opérés par robot, laparotomie classique ou celluliochirurgie. Il y en a eu 290 000 par celluliochirurgie, 99 000 par laparotomie et 102 000 par robot. Ce qui fait qu'on est en train de sortir les résultats actuellement où on voit manifestement les différences sur les durées moyennes de séjour, les taux de hospitalisation, etc. Et que donc on va proposer à l'HAS que ces 55 actes qui ont des bases de données sur 102 000 malades soient inscrits à partir de cette année à la CCAM. Et d'autre part, comme depuis, il y a une quarantaine d'actes qui sont faits au robot, mais qui n'ont toujours pas d'inscription, on est en train, au niveau de la chaîne, d'établir la liste de ces actes-là pour faire un système d'accès précoce. Alors c'est un peu caricatural, accès précoce comme c'est 25 ans après, mais en prenant le principe que l'AIS, avec lequel on a beaucoup discuté, avec lequel on est tout à fait d'accord, que l'on puisse mettre un système où, de même que pour les premiers 55 actes, on ait le même suivi pour que dans 3 ans, on ait l'appareil des données parfaitement contrôlées. Et donc, pour se finir, à partir de cette expérience qui a montré qu'en faisant une base de données sur 3 ans et demi avec tous les malades opérés en pratique réelle, c'est-à-dire qu'avec les codes et la manière dont ça a été mis, pas un chirurgien ne pouvait opérer un malade au robot sans qu'il soit inscrit sur le code. C'est donc de proposer que pour tous les actes nouveaux, à partir du moment où un acte est créé,
que ce soit un professionnel, un industriel, un établissement, une tutelle, disent cet acte-là n'existait pas, eh bien, on propose que les tutelles, puisque c'est le gouvernement, l'Élysée, qui a dit qu'il fallait améliorer la pertinence des soins, c'est le rôle des organismes publics de prendre le temps de travailler ensemble et d'essayer d'avancer ensemble. Et donc, l'ATI, l'HAS, le HCN et les CNP avec la FSM, avec l'aide de l'AIS, qui est tout à fait d'accord, et avec la CNAM, on crée, mais on crée ça, on peut le créer rapidement, un observatoire qui nous permet de répondre devant tout nouvel acte proposé, s'il est au niveau européen et s'il est sécure sur le plan pratique. À ce moment-là, on déclenche le même système qu'on a déclenché et qu'on va déclencher pour les 40 actes nouveaux du robot, c'est-à-dire on déclenche un code, l'ATI déclenche un code, on demande à l'HAS pour essayer de pallier le fait que le PMSI n'est pas médicalisé suffisamment. On peut très bien, à partir d'un acte nouveau et d'une pathologie étudiée, définir les quelques critères qui permettront, en les analysant 2 ans ou 3 ans après, d'avoir des données médicales. Le HN fera son boulot qui est de définir les hiérarchisations et les libellés, et le registre, il sera géré par la FSM, puisque grâce à Olivier Grossionnaire et Frédéric Frostati, avec la FSM, on arrive maintenant à avoir des prix d'études sur des registres qui n'ont rien à voir avec les prix qu'on trouve dans le privé. Et donc, avec ce système-là, automatiquement, on donnera, en fonction, donc c'est ici l'étude au départ, on a dit, sur le principe, c'est d'accord, pendant cette période d'inscription provisoire de 3 ans, tous les chirurgiens, médecins qui font l'intervention, etc., les médecins font des actes médicaux, parce que dans la SSM, il y a des actes qui sont aussi des actes non chirurgicaux, rempliront en pratique réelle les données. Ça n'empêchera pas, s'il y a des gens qui veulent pour leur acte faire des études randomisées, ou si c'est intéressant de le faire, de les faire. Tout ça reste totalement ouvert. C'est pour tous ceux qui ne peuvent pas avoir ça, justement. Et au bout de 3 ans, l'HAS reverra passer le dossier, cette fois-ci avec des bases de données considérables, et on décidera comme actuellement. Et donc, comme ça, promoteurs industriels vont gérer avec des critères validés dès le départ pour faire leur étude. La systématisation des registres, ça favorise le développement des bases de données dans le cadre de la stratégie nationale, et c'est ce qui est demandé. La traçabilité des actes obtenus, on aura pu en France plein de malades opérés dont on ne sait pas de quoi ils ont été opérés, sauf à rechercher les dossiers, mais on connaît la difficulté. Les délais de la réponse de la HAS vont être diminués considérablement, puisque normalement, au bout de 3 ans, elle devrait donner une réponse. La dissociation entre la CCM descriptive et tarifaire sera obtenue, mais on aura les deux. Et enfin, la pertinence des actes pourra être étudiée, puisque en chaînant avec un PMSI ou un SNDS dans lequel on aura injecté des données médicales, on pourra à ce moment-là donner des réponses à la pertinence des soins. Je vous remercie. Merci beaucoup à François Richard qui pose des vrais problèmes. Il y a des problèmes tout à fait personnels, puisque je fais des prothèses de cheville sur robot. Toute la planification n'est pas possible, parce que ça n'existe pas. Les prothèses de cheville ne sont que des prothèses de cheville. Et donc la planification, elle reste à la charge de mon CHU. Et je dirais, je l'opère aussi beaucoup en percutané, et la cotation n'existe pas. Et c'est un matériel tout à fait particulier. Alors actuellement, on a plusieurs centaines d'actes qu'on est en train de proposer à la HAS pour rattraper le retard. Merci. Faire le ménage. Merci à François pour ce travail considérable. Il a cité à un moment Victor Hugo, mais on est sorti de l'œuvre de Victor Hugo qui s'appelle les Contemplations. Il faut aller véritablement vers un observatoire. Et l'observatoire, c'est un avant-dernière diapositive, c'est l'observatoire qui a été proposé par l'Académie nationale de chirurgie, qui a signé une convention avec le SGPI pour que cet observatoire travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des instances qui ont été citées. Mais voilà, le pilotage de cet observatoire, ce sera une des missions importantes de l'Académie nationale de chirurgie. Et bien sûr,
On a beaucoup de retard, mais on va quand même, on a prévu que le Health Data Hub puisse présenter son travail considérable. Nous savons tous que la plateforme de données nationale fondamentale de la France, c'est le HDH. Et Romain Cansari va nous dire comment on peut imaginer l'intégration de tout ce qui a été proposé par François Richard. Merci.